Je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Proviseur. Vous remercier d'avoir sans doute sensibilisé les élèves. Je sais bien que ce sont eux qui choisissent leur parrain, leur marraine de promotion, mais l'éclat que vous donnez à cette manifestation me touche profondément, ainsi que les propos que vous avez prononcés. C'est vrai que cette promotion, venir après Jean Monnet, Robert Schuman, Victor Hugo, Jacques Delors, Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, c'est lourd à porter. C'est lourd à porter, je soulignerai après vous, madame, que c'est la première fois qu'il y avait une femme, mais qu'il y avait eu l'Europe tout de même, qu'elle était une femme. On renie donc peut-être avec certaines traditions, et des traditions fort anciennes. Je dirais simplement qu'au fond, les noms de ces 5 parrains qui m'ont présé montrent à quel point les femmes étaient absentes de la vie politique. Et je dirais que si ça a un peu changé, il y a encore tout de même beaucoup à faire. Aussi, je suis très heureuse, Madame Bourré, de vous saluer, de savoir que vous occupez des fonctions éminentes au sein du Conseil régional et que, même si j'aime beaucoup M. Luchon, que ce soit vous, en tout cas, qui l'ayez représenté aujourd'hui. Mais, hélas, nous avons encore beaucoup à apprendre, beaucoup à faire, et les femmes à se mobiliser. Je vois ici beaucoup de jeunes femmes, alors je dis mobilisez-vous pour l'Europe, mais mobilisez-vous aussi pour qu'il y ait une plus grande participation des femmes à la vie politique, parce que l'Europe a besoin de vous. Et puis une des choses que j'ai apprises sur le plan européen, au Parlement européen, mais pas seulement au Parlement européen, c'est que la France, pour l'instant, en ce qui concerne la présence des femmes dans la vie politique, était lanterne rouge, et que dans les pays où il y avait des femmes, un plus grand nombre de femmes qui étaient parlementaires, on était à la fois souvent plus européens, parce que plus pragmatiques, mais en tout cas plus favorables à donner davantage de droits à la femme, aux femmes, et donc en fait qu'il y ait plus de fraternité, plus d'égalité dans nos sociétés. Ce n'est pas facile de parler de l'Europe aujourd'hui. Ce n'est pas facile de parler de l'Europe et pourtant je voudrais être optimiste. Je voudrais être optimiste et pouvoir regarder l'avenir, même pour vous qui avez fait le choix d'être dans les sections européennes, qui avez adhéré à tout ce que vous est proposé dans ce lycée, dans ces collèges qui sont concernés. Je voudrais vous dire, vous avez fait le bon choix. Et je dirais que peut-être aujourd'hui encore plus que hier, parce qu'on aura encore plus besoin de gens qui sont conscients, quel que soit le devenir de l'Europe. Il y a un avenir pour l'Europe. Nous ne savons pas aujourd'hui exactement ce qu'il sera. Mais de toute façon, cette Europe, nous en avons besoin, et ne serait-ce que parce qu'elle représente. Ce qu'elle représente, ce qu'elle a hélas représenté dans le passé, et ce qu'elle représente aujourd'hui, qui est un acquis que rien ne peut défaire. Le passé, on le sait, ce sont des siècles de malheurs en ce qui concerne les relations entre nos pays, des guerres fratricides, tantôt avec les uns, tantôt avec les autres. Une fois par an, je vais en voiture à Aix-la-Chapelle, parce qu'il y a le prix Charlemagne, qui est le plus grand prix qui a été consacré, je crois, à quelqu'un qui a travaillé pour l'Europe. Et chaque fois, lorsque j'y vais en voiture, je m'aperçois que partant par l'autoroute du Nord, et puis ensuite en allant en Belgique, et puis ensuite en arrivant aux Pays-Bas, la plupart des villes que nous traversons, en tout cas un grand nombre, et un grand nombre de champs de bataille montrent à quel point l'Europe a été sans cesse en guerre, et particulièrement dans cette région, il faut bien dire, cette région du nord de la France, cette région, la Belgique, la Hollande qui a été envahie, l'Allemagne, toutes ces régions ont été des régions où tout rappelle la guerre. La guerre tantôt avec les uns, tantôt avec les autres, tantôt nous étions alliés contre les Anglais, tantôt au contraire nous étions, nous, Français, seuls contre tous. Et je pense spécialement, moi qui étais très souvent en voiture alors à Bruxelles, on longe Waterloo, absolument, l'autoroute longe Waterloo. Un jour j'ai eu la curiosité de m'y arrêter, parce que tout de même Waterloo c'est important et triste dans notre histoire,
Et c'est juste au-dessus, c'est la ligne d'autoroute. Et alors on est stupéfait d'entendre que, à cette époque, la guerre représentait déjà quelque chose d'abominable. C'est à l'heure du déjeuner à peu près que la bataille a commencé, c'est terminé le soir au moment où la nuit est tombée, et je crois qu'il y a eu entre 50 000 et 60 000 morts, dans un espace minuscule relativement. Donc on peut se rendre compte de ce que toutes ces guerres que nous avons traversées pendant des siècles, que nous avons eues, qui ont été des guerres fratricides, parce qu'en même temps nous étions proches les uns des autres par nos cultures, par nos territoires, par la musique, par la littérature. Il y avait en même temps, dans les mêmes époques, on savait que les intellectuels, que les savants, que les peintres, que les philosophes allaient d'un bout à l'autre de l'Europe, voyageaient, étaient dans des conditions qui étaient pourtant tout à fait pour nous très longues, très archaïques. Eh bien, ils se connaissaient, ils fraternisaient, et en même temps, on ne cessait de se battre. C'est pourquoi, après deux guerres plus horribles les unes que les autres, dans lesquelles ce sont nous, les Européens, qui avons entraîné l'ensemble de la planète, des conflits qui ont entraîné des dizaines de millions de morts, le dernier conflit, près de 50 millions, dont à peu près la moitié pour l'Union soviétique, plus une barbarie de pire en pire, mais on pense aujourd'hui à celle de la Deuxième Guerre mondiale, on pense au temps, on pense aux résistants qui ont été torturés, on pense à l'occupation, à la détresse qu'il y avait dans tous nos pays, la vie très difficile, les jeunes ne le savent pas, heureusement pour eux, mais l'autre jour, je voyais quelques jours encore, on voyait des images, un documentaire très bien fait, avec des images que je n'avais jamais vues, de la destruction même des villes de France, et donc du nombre de morts par les bombardements, même si la guerre, après la défaite, nous a relativement épargnés. Et on s'est réconciliés. On s'est réconciliés parce qu'on avait été au bout de l'horreur. Et c'est parce qu'on avait été au bout de l'horreur qu'on se disait, maintenant, si on ne se réconcilie pas, eh bien, qu'est-ce qu'il pourra y avoir une troisième guerre mondiale, peut-être avec le nucléaire, puisqu'entre-temps, la fin de la guerre avec le Japon s'est terminée justement par deux explosions nucléaires, c'est-à-dire que s'il m'allait dans ce sens, c'était quasiment la fin du monde, et que très souvent, ce sont les gens qui avaient été le plus marqués, qui avaient le plus souffert de la guerre, à la précédente, à la dernière, qui avaient aussi, comme ma génération, beaucoup entendu parler de la Première Guerre parce que nous avons tous eu des cousins, des oncles, des gens qui avaient été tués dans cette guerre déjà horrible, tués dans les tranchées, prisonniers, longtemps, et que nous avons vécu en même temps très vite, non pas dans la joie de la victoire, il n'y a jamais eu de véritable joie de la victoire de 18, sinon sans doute le 11 novembre, parce que c'était la fin du conflit et que très vite on en a vu aussi des problèmes d'abord d'un pays très touché par le nombre de jeunes qui avaient été tués et ensuite très affaibli par les destructions et que surtout dès les années 30 l'Allemagne est apparue comme cherchant la revanche, comme cherchant d'autres voies et à partir de 1933 on a eu la montée du nazisme qui a été une menace extrêmement directe. Et ce sont tous ceux qui étaient restés avec, je dirais, les sentiments de méfiance qui se sont mobilisés ensuite en 1945 pour dire nous ne voulons pas voir la même chose. Nous ne voulons pas voir la même chose et pourtant, si nous ne faisons rien, eh bien on se retrouvera dans la même impasse et on se retrouvera confronté à des difficultés qui seront, enfin des horreurs, des tragédies qui seront pires que les précédentes. Très souvent, ce sont donc des anciens prisonniers, des anciens résistants, des anciens déportés qui ont dit ça suffit, il faut faire le maximum pour se réconcilier. Et comme ils ont trouvé en face d'eux, il faut le dire tout de suite, car ça n'aurait pas été possible autrement, ils ont trouvé en face d'eux des Allemands conscients de leur responsabilité, acceptant de la regarder en face, cherchant à avoir enfin une vraie démocratie. Et c'est pourquoi les initiatives prises sur l'idée de Jean Monnet, mais par Robert Schuman et les 5 autres ministres des Affaires étrangères le 9 mai 1950, pour lancer l'idée européenne,
pour lancer l'idée de la CECA, c'est-à-dire d'une solution de coopération pour permettre de mettre fin à ces litiges en ce qui concerne la possession de l'acier, du charbon et surtout son exploitation. Puis ensuite, l'Euratom ont été un vrai espoir pour beaucoup qui l'ont soutenu. Je ne reviendrai pas sur l'échec de la CED, de la Communauté européenne de défense. Quand on le regarde, on se dit c'était moins de 10 ans avant la fin de la guerre. Sans doute était-ce trop tôt pour ceux qui s'étaient battus, pour ceux qui s'étaient confrontés les uns aux autres. Encore que dans des familles qui avaient été très touchées, je ne pense pas seulement à celles dans lesquelles il y avait eu des déportés, mais même des jeunes qui avaient été tués au combat juste avant la fin de la guerre, puisque c'était le cas de mes cousins qui était jeune polytechnicien et qui a été tué 15 jours à la fin du mois d'avril, même pas, donc pendant les vacances de Pâques, il avait laissé l'école polytechnique pour s'engager. Eh bien, je me souviens toujours de ma tante qui nous a recueillis quand nous sommes rentrés dans notre portation. Eh bien, au moment de la CED, elle avait justement tellement souffert et tellement elle était aussi pour la CED. C'est pour dire que c'est très difficile de savoir quelles sont les réactions quand et qui débouchent, après l'échec de la CED, tout de même, sur le traité de Rome. Le traité de Rome qui reste la base de la communauté européenne et aujourd'hui de l'Union européenne. Traité de Rome qui a fait d'ailleurs beaucoup couler d'encre pendant ce débat sur le référendum. Beaucoup de couler d'encre parce qu'il a été un peu la pierre d'achoppement. C'est lui qu'on a mis en cause alors qu'il existe depuis 1957 et que le général de Gaulle, qui n'était pas au pouvoir, qui n'avait pas signé le traité de Rome, l'a parfaitement assumé quand il est devenu président un an après. Il l'a parfaitement assumé, appliqué, intégré dans la politique européenne, française et notre politique internationale, notre politique étrangère. Donc on aurait pu penser qu'il était aujourd'hui admis et que s'il était dans la Constitution, ce projet de Constitution, il ne faisait que rappeler ou que se mettre à jour par rapport à certaines nouvelles dispositions qui étaient plutôt alors des choses, je dirais, formelles, qu'il était accepté. Et il semble que ce soit au contraire un des éléments qui ait fait le plus problème dans la mesure où ce traité de Rome était un traité dans lequel l'économie de marché, effectivement, n'était pas mise en cause, mais qui était avant tout la mise en place d'une communauté dans laquelle les personnes, les biens, les marchandises, les services circuleraient librement entre eux. 6 pays, donc, unis par ce traité, 6 pays qui deviendront rapidement, quelques années après, 9, puis ensuite 10, 11, 12 avec l'Espagne et le Portugal, contesté à l'époque, enfin un grand élargissement avec les pays scandinaves en 92, et enfin cette dernière, je dirais, adjonction qui avait été celle de 10 pays d'Europe centrale et de l'Est. Et tout d'un coup, cette Europe, effectivement, on peut penser, beaucoup vont regretter, je dirais, au cours de ces années, moi-même qui, à partir de 1979, ai siégé pour 13 ans au Parlement européen, qui en ai été président pendant 2 ans et demi, nous constations ces élargissements successifs qui rendaient les choses forcément plus complexes, parce qu'avoir les mêmes règles, prendre de plus en plus même de dispositions dans un certain nombre de domaines de production, des directives, des règles sur les lois sociales, et surtout sur les règles économiques. C'était plus compliqué lorsqu'on est plus nombreux. C'est vrai que, notamment, d'obtenir l'unanimité qui était nécessaire dans de nombreux cas, c'était toujours plus compliqué, suscitait davantage de compromis. Et beaucoup regrettaient qu'on n'ait pas accompagné suffisamment. On parlait toujours, je me souviens dans les années, la fin des années 80, on parlait toujours d'un élargissement, mais d'un élargissement qui peut-être n'avait pas été suffisamment accompagné d'un approfondissement, c'est-à-dire d'une évolution des institutions afin qu'elles s'adaptent à ces agrandissements. Et il a fallu attendre, quand nous nous sommes trouvés confrontés à cette Europe à 25, je dirais que c'est presque paradoxal d'ailleurs, d'avoir pensé que c'est quand nous nous sommes trouvés à 25 et confrontés avec un traité qu'il faut bien dire était difficilement, et je dis bien, puisque c'est lui qui est applicable,
difficilement applicable parce qu'il est parfois contradictoire, que surtout la pondération des voix y a été mal conçue, beaucoup de questions sont floues. Nous nous retrouvons donc avec ce traité et qu'il y avait eu un compromis. Un compromis, c'est toujours un compromis, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile, et surtout à 25, dont beaucoup ont des situations, enfin du moins les situations sont très différentes les unes des autres. Ce compromis aujourd'hui n'existe plus, et nous nous trouvons donc devant une situation qui est très largement à rebâtir, puisque tout le monde convient que, d'ailleurs, si on avait trouvé ce compromis, c'était justement pour sortir du traité de Nice qu'il faudra bien trouver autre chose. Combien de temps? Il m'appartient pas de le dire. Ça sera certainement long, difficile, compliqué, parce que les positions, quand il y a une crise de ce genre, les positions n'entraînent guère à un nouveau compromis, qu'elles se braquent, qu'on a déjà éliminé de plein droit un certain nombre de possibilités, puisqu'elles ont été maintenant rejetées par des pays, un certain nombre de pays, certains vont aller au bout de la démarche pour montrer leur position, d'autres ne savent pas encore ce qu'ils vont faire, s'ils vont ou non renoncer. En tout cas, il y a déjà un an de plus pour éventuellement se prononcer, mais d'ores et déjà, il faut bien dire que certains noms sont axés, donc que les choses seront compliquées. Pour autant, il faut faire preuve d'optimisme. Pour autant, il ne faut pas désespérer. Le traité de Nice, ce n'est pas formidable, c'est pas ce qu'on souhaitait, c'est pas bien, c'est pas adapté. C'est tout de même beaucoup de choses déjà. C'est beaucoup de choses et beaucoup de choses qu'il faudra faire vivre, qui sont des acquis qui ne sont pas, eux, remis en cause. Certaines de leurs dispositions, naturellement, ont vieilli, on le sait bien, la situation a beaucoup évolué, notamment la richesse respective de nos pays. Et puis nous sommes plus nombreux. Donc tout ça a changé, c'est plus difficile. Mais l'Europe du traité de Nice, elle avait engrangé tout de même beaucoup de progrès en matière de coopération judiciaire, en matière de nombreuses lois qui ont été appliquées, des relations avec les pays, un renforcement même faible, mais tout de même un renforcement de nos activités étrangères. Et je dirais que si on prévoyait avec le nouveau traité, un véritable ministre des Affaires étrangères pour l'Europe qui serait petit à petit à mettre en place. Je dis pour l'Europe car ça ne portait pas préjudice à l'existence d'une politique étrangère nationale pour d'autres sujets. Mais que pour toutes les choses sur lesquelles on pouvait se mettre d'accord, ce serait ce ministre de politique étrangère qui serait le porte-parole sous, je dirais, le contrôle du Conseil européen. Mais je me souviens avoir été, mois de mai, pour le 9 mai 2000, j'avais été invité à New York pour l'anniversaire, le 50e anniversaire du traité de Rome. Et à l'époque, il n'y avait donc pas toutes ces... on ne parlait pas encore de ce nouveau traité, il n'était pas question d'analyse des affaires étrangères, mais les diplomates, les ambassadeurs de nos différents pays à New York, aux Nations Unies, m'avaient expliqué qu'en réalité, ils se mettaient toujours d'accord. Et que le porte-parole des 12 à l'époque était en fait le président, le diplomate qui représentait la présidence tournante à l'époque. Et il me dit c'est très très rare que nous ayons des conflits entre nous. Nous essayons vraiment, nous Européens, enfin les pays participants à l'époque à l'Union européenne, nous essayons de nous mettre toujours d'accord pour pouvoir exprimer une position commune. Et je dirais que peut-être l'exception, c'est une exception qui a marqué, qui est une exception difficile, dans une situation qui est très, très complexe, très difficile. D'ailleurs, quand on pouvait imaginer que les pays n'aient pas tous les mêmes intérêts, la même vision des choses, ça a été à propos de l'Irak, mais que très généralement, les Européens sont toujours arrivés à se mettre d'accord et à avoir des positions communes aux Nations Unies. Il faut espérer qu'ils auront à nouveau cette capacité qu'ils peuvent parfaitement avoir à exprimer
même si pour l'instant la perspective d'un ministre des Affaires étrangères est retardée. Mais je pense que tout ce qui reste est tout de même suffisamment important pour qu'on puisse rebâtir. Il faudra du temps, je crois qu'il ne faut pas se, d'ailleurs ce qui a été dit, il ne faut pas se bousculer, et il faudra notamment, je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu, ce matin, on avait droit, quand on prenait la télévision ou les radios, à une leçon, je ne dirais pas une leçon de morale, mais un rappel. Un rappel. Un rappel par la voix de M. Juncker, qui a toujours été un très grand Européen, quand il nous a fait part de sa tristesse, de sa honte même, en entendant que les 10 nouveaux pays, qui sont des pays très très pauvres, je crois que nous n'imaginons même pas la pauvreté de ces pays, et on n'imagine pas quand on y va. Parce que quand on s'y rend, moi je n'étais pas un de ces pays, parce qu'un pays qui n'est même pas encore admis, j'étais la semaine dernière pour le Conseil constitutionnel, d'ailleurs pour 3 jours à Bucarest. Bucarest avec simplement les aides qui doivent être données alors qu'elle n'est pas encore dans l'Union, mais avec déjà une perspective d'y aller, elle a été aidée comme un certain nombre de pays en grande difficulté, et avec ce qu'elle a fait, elle a fait déjà des choses extraordinaires. C'est-à-dire que la ville de Bucarest, dont on nous parlait comme une ville en très mauvais état, très mal tenue, j'étais tout à fait étonné. J'ai fait observer ça à l'ambassadeur de France qui m'accueillait, et il m'a dit, mais vous savez, les fonds, même les fonds peu importants qui ont été donnés par l'Union européenne, ont été très bien utilisés, notamment en ce qui concerne la réhabilitation des routes, la réhabilitation des voies. Et pour parvenir à ça, je parlerai alors d'un pays qui, lui, déjà maintenant admis dans l'Union comme la Pologne. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Pologne au cours de ces dernières années et j'ai été frappé aussi du changement complet de la Pologne, mais parce que les populations elles-mêmes vivent très mal. Elles ont de très petits revenus, elles acceptent de grands sacrifices. Elles acceptent de grands sacrifices naturellement pour leur pays, mais aussi parce qu'elles ont eu l'espoir d'entrer dans l'Union. Et que pour eux, c'était, quand ces pays se sont soulevés en 1989-90, c'était la chute du mur de Berlin, et que tous ces pays ont soulevé le joug communiste qui pesait sur eux depuis les accords de Yalta, certains étant annexés comme les Pays-Bas, les autres simplement ayant des régimes extrêmement contrôlés, entraînant non seulement les pertes de liberté, mais une très grande paupérisation. S'ils ont souhaité se libérer, c'est pour nous rejoindre. Et c'était notre image, d'une certaine façon, qui leur donnait l'histoire et le courage de ne pas accepter de résister à ces régimes. Alors à l'époque, on leur disait, personne ne mettait en doute que si un jour ils se libéraient, avec naturellement des adaptations nécessaires, et notamment pour pouvoir entrer dans tout ce qui sont nos normes et qu'ils n'auraient pas pu accepter. Mais ils ont fait, notamment en matière d'environnement, ils avaient des retards considérables, mais pour beaucoup d'autres choses, pour beaucoup de produits qui n'étaient pas non plus des produits qui étaient suffisamment sécurisés en matière alimentaire, dans d'autres domaines, pour être plus efficaces, pour avoir une meilleure productivité. Ils ont fait des efforts extraordinaires. Et maintenant, on est là à considérer qu'en définitive, on leur chipote, ils sont là. Pour ce qui concerne la Pologne, d'autres ne sont pas encore là. Mais je dirais qu'on n'est pas très généreux lorsqu'il s'agit de répartir le budget. Et M. Juncker a dit qu'il avait entendu ces 10 pays qui sont donc déjà entrés dans la communauté, qui sont de beaucoup plus pauvres que nous. Plus pauvres comme État et encore beaucoup plus pauvres quand il s'agit de comparer la situation individuelle de chacun, personnelle. Eh bien, ce sont eux qui ont dit qu'ils étaient prêts à renoncer à certaines des promesses qui leur avaient été faites et que les pays comme les nôtres, beaucoup plus riches, n'avaient rien cédé. Ce sont même les plus riches qui n'ont rien cédé. Et je dois dire que ce rappel a été, pour nous tous, je pense qui avons entendu ça, très douloureux, parce que l'idée de l'Europe, bien sûr, c'était d'être plus fort. Ça reste une idée. Nous avons besoin maintenant, par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, par rapport aux États continents, à ce que deviendra le Brésil, je l'espère d'ailleurs pour lui, à la force, à la puissance que représentent les États-Unis. Nous avons besoin d'être ensemble. Ce n'est pas chacun de nos pays
qui peut peser suffisamment sur les affaires du monde. On l'a vu récemment avec la Chine, si nous avons eu un certain poids en matière de textile, c'est parce que ça a été négocié ensemble. Nous avons absolument besoin de cela. Et quand on souhaite, par exemple, qu'un haut fonctionnaire français soit nommé dans tel ou tel organisme international, nous devons là aussi, Européens, nous mettre d'accord et le faire ensemble. Sans ça, nous n'aurons pas le poids nécessaire. Alors c'est très important d'avoir des personnalités, de hautes personnalités, de capacités, d'efficacité qui soient dans ces deux organismes. Et aujourd'hui, c'est un fait. Nous ne pouvons pas ignorer la mondialisation. Nous ne pouvons pas ignorer l'existence et le poids des organisations internationales et l'importance pour nous d'y être. Mais pas seulement pour nous, Français, pour notre influence dans le monde et pour ce que nous croyons devoir faire vis-à-vis des autres. Et je pense en ce moment, naturellement, aux pays africains qui se trouvent dans une situation particulièrement dramatique et pour lesquels nous devons aussi agir. Mais je donnerai un exemple. En dehors de mes activités françaises, je préside depuis 2 ans le fonds d'indemnisation des victimes des crimes contre l'humanité, des crimes en vertu du traité de Rome. Et il fallait un représentant de l'Europe, un seul représentant de l'Europe, parce qu'il y a 5 représentants et que ça avait été décidé par les signataires du traité de Rome. Il y a eu un accord entre Européens. S'il n'y avait pas eu un accord européen, je n'aurais pas que le gouvernement français souhaitait que ce soit moi, que ce soit un Français. Je trouvais qu'il pensait que j'étais bien placé pour ça, que j'acceptais de le faire alors que c'est une charge qui n'emporte aucun avantage matériel quel qu'il soit. Au contraire, mais ça m'intéressait et donc le président. En plus, c'est une charge lourde que je ne pensais parce que les autres, ce sont des gens qui sont assez peu disponibles, puisque ce sont M. Desmond Tutu, qui est d'ailleurs un homme admirable, merveilleux, que j'ai comme ça eu l'occasion de rencontrer, mais la reine de Jordanie, qui vient d'avoir un enfant qui a d'autres choses à faire, le président de Costa Rica qui renonce à ses fonctions, et un autre. Voilà. Donc, si vous voulez, mais c'était en même temps important. C'était en même temps important qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse, sur ces questions, avoir un certain poids. Et moi, je dois. Et maintenant, c'est une habitude, les Français, enfin les Européens en général, se mettent d'accord pour pouvoir justement avoir des représentants qui leur conviennent. Pour l'avenir, qu'est-ce que nous ferions tout seuls? Pour l'avenir, nous devons de toute façon poursuivre ces liens. Ces liens, ils sont des liens économiques, ils sont des liens juridiques. Mais je dirais que le plus important, ils sont des liens pour la démocratie. Ils sont des liens pour la démocratie et rien ne viendra contre ça. Parce que ça reste de toute façon. Ça reste dans les traités qui ont été adoptés, dans la condition sine qua non de la construction européenne. Car si nous avons décidé de nous réconcilier, si nous avons décidé de faire l'Europe, si nous avons mis des institutions en place, je dirais que avant tout, c'était pour la démocratie. Et que si la Charte des droits fondamentaux existe, elle était dans le traité de Nice, qu'elle n'est plus sanctionnée comme elle l'était, qu'elle n'a plus le même valeur, parce qu'elle n'est pas intégrée dans la Constitution, il nous reste la Convention européenne des droits de l'homme. Et que la Convention européenne des droits de l'homme, sur bien des points, ressemble. Elle consacre des droits extrêmement importants, avec des jurisprudences qui sont similaires, puisque nos principes sont les mêmes, avec des valeurs qui sont les mêmes. Et il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est ça qui nous unit entre Européens, et que ceux qui viennent, qui nous ont rejoints, justement, s'ils n'étaient pas auparavant dans le Conseil de l'Europe, et s'ils n'étaient pas avant dans l'Europe, c'est parce qu'ils n'étaient dans l'incapacité, pour des raisons politiques, de signer et d'adhérer à ces conventions et à ces traités. Alors tout cela, c'est déjà une force très importante qu'il ne faut pas sous-estimer. Et j'ai tenu à parler de fraternité parce que je crois que c'est aujourd'hui ce qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est de rechercher à nouveau comment nous, qui sommes des privilégiés, même si, et je ne veux pas l'oublier, il y a beaucoup de gens qui ont de grandes difficultés, de grandes angoisses dans le pays. Mais là, c'est sur le plan national, c'est nous qui devons prendre en compte ces situations. Nous devons rassurer.
qui devons entre nous aussi être plus solidaires. Mais nous ne pouvons pas non plus, pour cette raison, sacrifier tout ce que nous avons fait en Europe. Nous devons au contraire nous préparer à ce qu'on renforce ces liens d'une autre façon, je ne sais pas comment, mais en tout cas maintenant en se donnant le maximum pour que ce soit préservé. Alors maintenant à vous jeunes, eh bien c'est à vous. C'est à vous pour partie qu'on passe le flambeau, qu'on le transmette. D'abord parce que déjà à votre âge, ayant la formation que vous avez eue, ayant la capacité de communiquer avec de jeunes Espagnols, de jeunes Anglais, de jeunes Allemands, avec la préparation que vous avez eue, la curiosité intellectuelle, culturelle, je dirais que vous êtes particulièrement bien placés pour être ces go-between, pour être ces porte-parole de ce que nous souhaitons, pour dire que non ou oui, eh bien, les Français souhaitent tous se rapprocher, ne pas s'isoler, se rapprocher des autres. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, on ne remettra pas de frontières. On peut continuer à y travailler dans tous les pays. On peut y travailler avec les diplômes que nous avons. Toutes les mesures qui ont été prises pour qu'il y ait des bourses, pour qu'il y ait des possibilités de stage, pour qu'il y ait cette continuité de territoire et cet échange permanent, eh bien, tout cela subsiste. Et je dirais qu'on en a de plus en plus besoin et que vous êtes les mieux préparés. Les mieux préparés. Il y a quelquefois des déceptions quand on ne parle pas bien une langue, on est obligé d'aller travailler et on se dit, voilà, parce que l'entreprise où on est veut, ne serait-ce que pour quelques jours ou une période courte, des travailleurs, c'est toujours un peu difficile si on ne parle pas la langue. C'est toujours un peu difficile si on ne sait pas très bien quelles sont les coutumes, parce que nous avons aussi préservé une culture nationale et les coutumes, des traditions. Eh bien, vous êtes, je dirais, à l'avant-garde de ces contacts. Une avant-garde dont nous avons besoin, une avant-garde qui est, je dirais, préparée sur le plan concret, mais aussi sur le plan affectif, qui est sans doute le plus important. Alors, merci à vous pour tout ce que vous ferez. Merci à tous ceux tous vos professeurs. Merci, monsieur le proviseur. Merci à tous les professeurs, pour lesquels c'est certainement quelque chose d'exaltant de préparer des jeunes à un monde qui est déjà en grande évolution, à un monde ouvert, un monde qui ne peut être que tolérant, parce que s'il n'y a pas beaucoup de tolérance, beaucoup d'ouverture d'esprit, ce genre d'expériences ne peuvent pas se faire, il n'y a pas de réalité de vie commune sans les sentiments qui doivent les accompagner. Et merci donc à tous et bonne chance à vous.